Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Bienvenue à votre troisième cours, en fait la troisième semaine. On est rendu déjà là. Comment ça va cette semaine? J'espère que ça se passe bien pour vous, cette session. Bienvenue dans votre podcast d'accompagnement de cours, donc votre podcast d'accompagnement préféré, parce que c'est le seul, probablement, podcast d'accompagnement de cours que vous avez. Donc, j'espère que vous aimez la formule. Écoutez, la semaine passée, c'était l'intro du module 2. On a abordé plusieurs questions. On a abordé surtout la question, je dirais, de vocabulaire. Donc, pour vous, déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme, ça devrait être des notions qui sont beaucoup plus clairement comprises. Puis, lors de notre dernier podcast, j'ai également expliqué les différentes évaluations de ce cours. Donc, j'ai fait 2 épisodes distincts. Donc, l'introduction au module 2. Donc, ça, vous l'avez écouté, très certainement. Puis, j'ai publié un épisode extra. Donc, j'imagine que si vous êtes abonné, vous avez aussi écouté cet épisode. Sinon, je vous invite à le revisiter si des fois vous avez des interrogations, questions par rapport aux différentes évaluations du cours éthique et professionnalisme. Avant d'entamer le module 2, pas le module 2, le module 3, ça part bien. Écoutez, avant toute chose, je voulais d'abord vous remercier pour puis vous féliciter aussi pour votre engagement dans le cours. Je le disais en classe la semaine dernière, là, ça participe en classe, mais pas juste en classe, là, à distance. Il y a plusieurs paramètres là, d'engagement là, qui sont au très vert ces temps-ci. Donc, d'abord, les présentations, il y en a plus de 100 qui se sont présentés sur les forums. Donc, j'en conviens, là, je ne sais pas si les autres profs vous demandent de le faire, là, mais c'est un exercice qu'on a tendance à répéter, mais en même temps, moi, ça me permet de vous découvrir, voir qui sont mes étudiants, d'où ils viennent. C'est quoi le genre de parcours? D'ailleurs, je me suis permis de répondre aux 50 premiers qui se sont présentés sur ces forums. Donc, pour eux, ce sera peut-être le seul courriel personnalisé qu'ils vont recevoir d'un prof pendant leur parcours universitaire. Donc, c'est triste à dire, mais ce sera peut-être ça aussi. Merci aussi pour vos memes. Donc, il y en a plusieurs qui ont publié des memes. Ça ajoute de l'humour. C'est pas simple à faire, là. Créer une petite blagounette en faisant des liens entre le contenu de cours puis le contenu de ce qui vous fait rire, je dirais, sur Internet. Plusieurs branchements sur l'ENA. Je regarde les stats, là, donc 200 téléchargements des derniers épisodes du podcast, des milliers de branchements à l'ENA. Donc, à peu près, je dirais plus de 100, si on cumule là, les étudiants en classe et à distance synchrone, c'est plus de 100 en moyenne, ce qui est très bien dans un cours à distance commodal, surtout que c'est possible, c'est offert, c'est même pensé pour vous, là, cette façon de faire. Donc, pas d'obligation d'être présent en classe, mais en même temps, ça donne un peu de vie. Imaginez un cours commodal où tout le monde ferait les choses à leur manière, à distance, à leur rythme. La vie de classe serait, il me semble qu'elle en perdrait un peu. Donc, bravo pour votre participation. Sur le chat aussi. Sur le chat, ils sont très vocaux, nos petits chatteurs sur la fenêtre de clavardage. D'ailleurs, je donne des trophées et des badges là, à la tonne. Là. Donc, présence en classe, présence sur le chat, ceux qui écoutent les podcasts, les memes. Donc, toutes sortes j'essaie de noter puis de valoriser tous ces comportements-là. Puis ça me fait beaucoup de badges à donner ces temps-ci, mais en même temps, ça fait partie du jeu. Donc, j'espère que votre engagement contribuera à votre réussite. Disons, c'est mon plus grand souhait, puis c'est pour ça là, que je stimule l'engagement en classe. Petit mot peut-être sur le module, pas le module 2, mais le forum du module 2, oui, le forum 2. Vous étiez en feu là aussi, là, donc ça parlait de déontologisme, d'éthique de la vertu, de conséquentialisme. Là, c'était nos 3 grands thèmes, 3 grands mots et expressions la semaine dernière. Puis les exemples, je vous ai demandé de puiser dans
Trouvez vos propres exemples. Donc, certains ont puisé dans le discours public, politique, gestion de la COVID, tout ça, je l'avais proposé. Mais aussi plusieurs se sont laissés aller avec le volet un peu plus geek. Donc, c'est impressionnant de voir tous ces exemples. Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, qui d'autres? Spider-Man, The Office aussi est sorti, Naruto, qui finit toujours par sortir sur ce forum-là. Qui d'autre? The Witcher, Mando, Last of Us, non, pas encore, mais ça finira par sortir sûrement sur ce genre de forum. Donc, les concepts qu'on a vus, c'est conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu. Puis c'est intéressant de voir que vous avez déjà tissé des liens avec ce que vous êtes, avec votre propre culture. Puis maintenant, là, vous devriez mieux maîtriser ces concepts. Donc, bravo encore et merci encore pour votre engagement. Parlant d'engagement, parlons de vos travaux d'équipe. Donc, les équipes sont toutes faites. On est lundi midi, là, au moment où j'enregistre tout ça. Les équipes sont faites. Puis, en fait, il y avait quelques encore là, orphelins qui restaient dans ma liste d'étudiants. Puis, je vous ai ajouté à certaines équipes déjà constituées où j'ai carrément là, créé de nouvelles équipes pour vous. Donc, en ce moment, tous les étudiants et étudiantes sont regroupés en équipe, puis sont prêts et prêtes à entamer leur TP1. Donc, d'ailleurs, plusieurs ont déjà commencé, puis c'est une très bonne idée. N'oubliez pas de partager aussi votre document de travail. Essayez de garder un seul document de travail. Là, ça nous simplifiera la tâche à Janie et moi. D'ailleurs, partagez aussi votre document avec Janie, donc Janie Poirier. Son adresse courriel là, est indiquée sur la page là, générale de l'ENA de votre cours. Donc, bravo. Les travaux sont entamés. Sinon, c'est le moment. Créez-vous un Google Docs ou un document là, qui est... Pour moi, là, peu importe la formule ou la plateforme, là, l'important, c'est qu'il y ait un document que je puisse suivre, que Janie et moi puissions suivre, puis qu'il y a une historique qu'on voit qui contribue un peu moins, qui n'a jamais contribué de sa vie dans ce TP1. Ça se peut. Donc, n'oubliez pas à gérer les problèmes de gestion d'équipe très tôt dans la session. Comme ça, là, moi, je pourrais intervenir au besoin, puis prévoir à l'avance là, des problèmes qui pourraient s'aggraver au TP2, là, qui, lui, vaut beaucoup plus de points. Donc, soyez prudents, gérez ce genre de problème très tôt dans la session. OK, module 3 maintenant. Êtes-vous prêts là? On y va. Au cours 1, on a vu l'exemple, rappelez-vous, triste exemple de Karen Duhamel. Vous souvenez-vous d'elle? Mon objectif à l'époque, c'était de vous démontrer que les problèmes éthiques existent et qu'ils peuvent être très graves. Mais rappelons que l'exemple de Karen est rare, donc très grave, mais en même temps très rare. Et heureusement que c'est le cas, les personnes qui veulent se retrouver là chaque lundi matin face à ce genre de problème. Donc aujourd'hui, dans le module 3, j'aimerais aborder avec vous les problèmes qui sont moins rares, donc qui sont presque communs. Donc ce qu'on va examiner, c'est la faute, le manquement, mais dans leur qui est dans leur dimension plus normale, fréquente, usuelle. Donc, on va examiner le nombre de manquements, à quoi ça ressemble, les petits manquements, leur fréquence, la nature des fautes aussi qui sont commises. Donc, je dirais que dans ce module 3, ce sera le constat que certains problèmes ne sont pas rares. Hein? Donc, c'est surtout ceux-là qu'on va tenter de cibler dans ce module. Des problèmes qui sont pas suffisamment graves pour être détectés, qui ne seront pas dénoncés, qui seront évidemment là, pas sanctionnés, mais des petits problèmes hein, qui, cumulés, étant donné leur nombre, leur fréquence, puis la nature de ces problèmes, peuvent causer néanmoins là, parfois un problème plus grave au système, et en l'occurrence ici, ce sera le système professionnel. Donc, j'aimerais surtout, je dirais, vous convaincre dans ce module et dans ce cours que vous aussi, vous faites partie du problème. Hein? Donc, ça, c'est toujours un passage intellectuel plus difficile.
Constater un problème, c'est une chose, mais vous démontrez que vous aussi, vous faites partie du problème. Même toi, là, qui m'écoute encore distraitement, même toi, là. Oui, oui, oui. Oui, toi, là. Toi aussi, tu fais partie du problème. Donc, constater un problème, reconnaître un problème, c'est quelque chose. Mais reconnaître qu'on fait partie du problème, ça, c'est plus délicat, puis ça fait partie de mes objectifs dans ce module. La question principale dans ce module 3, c'est la question suivante. Êtes-vous à risque? Hein? Es-tu, toi, à risque? Es-tu personnellement à risque? Êtes-vous collectivement à risque de commettre une faute, un manquement? Dans quelle mesure? Comment gérer ce risque? Si on reconnaît qu'il existe, ou comment réduire ce risque si là aussi on reconnaît qu'il existe. Le problème, je le mentionnais dans mon cours introductif, c'est qu'on se pense bien bon en matière d'honnêteté et d'intégrité. Donc, on se croit et on se dit honnête, mais est-ce que cette auto-évaluation, est-ce que ça tient la route? Hein? Dans les faits, êtes-vous à ce point honnête et intègre? Parce que si ce n'est pas le cas, il y a des conséquences, je dirais, pas seulement à vos manques d'honnêteté et d'intégrité, mais je dirais il y a des conséquences à cette surestimation personnelle et collective de vos propres compétences en matière d'honnêteté et d'intégrité. Hein, cette surestimation, elle aussi, elle est problématique. Le problème le plus grave, je dirais, à cette surestimation, c'est la fermeture au dialogue. Hein, c'est-à-dire que si vous avez déjà essayé de discuter avec une personne qui croit savoir, qui sait ce qui est bien, qui se croit honnête, puis qui ne doute de rien, souvent ignorant là, de ses propres failles, sinon de ses propres ignorances. Il n'y a pas pire que discussion avec ce genre de personnes, là. Je dirais que c'est cette forme de surestimation qui va vraiment poser problème, qui peut engendrer des conséquences en matière d'intégrité, là, qui peut générer des conséquences collectives, individuelles. On va avoir plusieurs en classe. Mais je dirais, à la fin de ce cours numéro 3, en abordant la question de la surestimation, mon objectif, c'est que c'est un objectif plus humble, c'est-à-dire que vous cessiez au moins de vous surestimer, hein? Donc de surestimer vos compétences éthiques. Et à la fin du cours 3, si je fais vraiment mon boulot là, de façon correcte, là, vous ne vous surestimerez plus, puis vous aurez même peut-être l'impression d'être mal outillé, vous aurez peut-être l'impression de sous-estimer vos compétences en matière pour résoudre des problèmes éthiques, puis ce sera peut-être un bon signe. Donc, ce sentiment là, de ne pas être encore suffisamment compétent en matière d'intégrité, d'honnêteté, c'est la visée. C'est ce que j'essaie de générer parce que ce sera le signe que vous avez minimalement là, reconnu au moins vos failles, vos limites, vos lacunes, puis que vous êtes prêt à apprendre, à progresser, à vous améliorer là, individuellement et collectivement. Surestimation, donc. D'ailleurs, parenthèse, cette surestimation, là, c'est pas le propre de l'éthique. Vous connaissez sûrement l'effet Dunning-Kruger. Donc, en classe, là, des fois, je vous mentionnerai comme ça des biais psychosociologiques. Hein, l'effet Dunning-Kruger, c'est le fait que, empiriquement, donc ce qui a été mesuré, c'est que les personnes les plus incompétentes, qui manquent de connaissances et d'expérience, je dirais, ont tendance à surestimer leurs compétences. Hein, ayez en tête là, le petit nouveau au boulot là, qui pense tout savoir, alors que les personnes, justement, dans le même milieu de travail, les plus compétentes, le vieux, là, celui qui travaille là depuis 40 ans, là, lui, il a tendance plutôt à sous-estimer ses compétences. Il a l'impression qu'il ne sait rien, il vit encore avec le sentiment d'imposteur.
puis tout ça. Donc ça, c'est l'effet Dunning-Kruger. Ceux qui manquent de compétences ont tendance à surestimer leurs compétences et ceux qui sont très compétents ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Donc la surestimation, elle est partout. Puis partout, surtout, même où l'ignorance ou le manque d'expérience le sévit. Écoutez, si vous voulez d'autres exemples, allez vous promener sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que c'est bien peuplé de personnes qui sur certains sujets, là, manquent de compétences, surestiment leurs compétences. Puis, il y a des exemples, il y en a à la tonne. J'en ai des tonnes en tête en ce moment, mais je suis sûr que vous avez les vôtres. Donc, voilà, des personnes qui surestiment leurs compétences. Et ils les surestiment. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de compétences en la matière. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Au cours 3, pour vous démontrer que vous n'êtes pas aussi honnête que vous ne le pensez, on va explorer un premier terrain. C'est un terrain que j'aime bien explorer avec mes étudiants, c'est la triche. Hein, la triche sur les bancs universitaires. Les questions qui seront abordées, c'est trichez-vous à l'université? Hein? Avez-vous de toi, là, qui ne m'écoute plus, là, parce que je parle trop longtemps? Toi? As-tu déjà triché, toi? Pendant la pandémie, là, ça a-tu bien été, la triche? Donc, on va aborder la triche en général, les risques associés ici, notre cas, ce sera la triche universitaire. Donc, les risques pour toi, pour les autres, pour les institutions que tu fréquentes. On va voir ensemble quelles sont les causes de cette triche. Hein? Pourquoi trichez-vous? Pourquoi as-tu triché? Hein? Pression de performance, c'est quoi les exemples? Manque de temps, manque de formation, des objectifs peut-être trop élevés, la difficulté de la tâche, le manque de compétences. On arrive dans des lieux où on n'a pas exactement les mêmes compétences. Ça peut être tentant de tourner les coins ronds ou de déguiser notre manque de compétences. Parfois, c'est par paresse. Quoi d'autre? Influence des pairs. Ben oui, si c'est déjà fréquent dans le milieu de travail ou à l'université, pourquoi pas faire un peu comme tout le monde. Donc, êtes-vous à risque dans un contexte de triche? Avez-vous déjà succombé à ces différentes pressions? Le but, c'est d'explorer encore une fois vos propres comportements parce que ultimement, on va le voir, puis désolé de vous le redire ici, ces mêmes pressions, les pressions que j'ai identifiées un peu plus haut, ces pressions risquent de se reproduire dans l'exercice de votre profession. Pression de performance, oui, à l'université, mais ça risque pas de s'estomper. Le manque de temps, le manque de formation, le manque de compétences, ça existe aussi dans le milieu de travail. Des objectifs élevés, très élevés, la difficulté des tâches qu'on peut vous confier. Le manque de compétences, ça va exister aussi des tâches pour lesquelles vous n'avez pas exactement les compétences, peut-être parce que vous avez triché aussi à l'université, il faut voir. Paresse, l'influence des pairs, là aussi, dans vos milieux de travail, ça aura une influence. Donc, au cours 3, vous démontrez que vous n'êtes, peut-être que vous avez déjà triché, et ça en raison de certaines pressions, et que ces pressions vont se répéter dans l'exercice de votre profession. Concernant la triche en classe, les chiffres que je vais vous présenter, je vous invite à être là demain, mardi après-midi. Écoutez, ces chiffres-là, ça fait frémir à chaque fois le vice-doyen aux études, à toutes les fois que je lui en parle. Mais c'est ça. Vous croyez intègre. Si je vous demande êtes-vous intègre et honnête, vous allez dire oui. Mais le constat empirique, il est plus navrant. Là. C'est-à-dire que moi, je pose cette question-là depuis des années en classe. Avez-vous déjà triché dans un examen ou dans un travail à l'université? Puis, il y a la moitié de mes étudiants là, qui me disent qu'ils ont déjà triché. Donc, la moitié. Je ris, mais en même temps, c'est la moitié. Donc, en ce moment-là, dans ce groupe, dans votre groupe, il y en a la moitié qui ont déjà triché dans un travail ou un examen universitaire. En fait, c'est peut-être plus, là, puisque rappelons là, que ce genre de questions, en matière d'éthique, c'est toujours délicat, là,
d'aller examiner les comportements des personnes concernées, puisque c'est pas tout le monde qui va l'avouer là, qui ont déjà triché. Donc, 1 personne sur 2 admettront qu'ils ont déjà triché pendant leur parcours universitaire. Donc, on peut présumer, non, ça va être difficile de le démontrer, là, mais on peut présumer que c'est un peu plus d'1 personne sur 2. Donc, évidemment, 1 personne sur 2, c'est qui? Ben, c'est sûrement pas ceux qui écoutent les podcasts en ce moment. Hein? Ça doit être l'autre gang, là, l'autre groupe qui n'écoute pas les podcasts parce que toi, tu n'as jamais triché. Hein? À l'université. Donc, comment ça s'est passé? Ta COVID, ta gestion de la COVID, les examens à distance, pas de surveillance. Bon, 1 sur 2. 1 sur 2 a déjà triché à l'université et donc qui risque, du moins ce sera l'hypothèse que je vais avancer en classe, qui risque de tricher dans l'exercice de leur profession pour les mêmes raisons qu'ils ont décidé de tricher en classe. Donc, 1 sur 2, 1 personne sur 2. Et mais gageons que ces personnes-là se pensent et se disent honnêtes. Hein? Et là, ça fait partie aussi du problème. La grande majorité des petits manquements de ces petites triches ordinaires et quotidiennes sont commises par des gens qui se disent et se croient honnêtes. Hein? Des gens comme vous et moi, comme toi et moi. Donc, pédagogiquement, ce premier constat-là, c'est important. Donc, vous êtes à risque. Toi aussi, tu es à risque. Hein? Vous êtes tous et toutes à risque. Donc, sensibles à certains contextes de risque. Vous avez tous et toutes déjà prises de plus ou moins bonnes habitudes, je dirais, pendant votre formation à l'exercice d'une profession. Donc, on a vu les chiffres. Et en plus, ben, vous surestimez. Donc, c'est un beau mélange. Et donc, vous surestimez, mais la réalité, si on regarde vos vraies compétences en matière d'éthique, donc les habitudes, on les a dites, là, mais vos compétences, ben, les compétences, souvent, les règles, les normes éthiques associées à l'exercice de votre profession, vous les connaissez mal. Même chose là, à l'université. Les règles, les normes, les sanctions possibles, le règlement des études, l'avez-vous lu souvent pendant votre parcours. Donc, vous connaissez mal les règles, très certainement, les normes, les attentes. C'est souvent des attentes que vous présumez qui sont mal formulées ou que vous estimez, mais en même temps, les connaissez-vous, les attentes des personnes en autorité, des institutions dans lesquelles vous allez travailler ou vous œuvrez déjà. Donc, voilà, incompétence. Vous connaissez mal aussi vos propres inclinaisons, habitudes, ou des fois, on a tendance à les nier. On a pris certaines habitudes, mais en même temps, on a de la difficulté à les reconnaître. Donc, vous croyez compétent, mais en même temps, il y a toutes sortes de choses et d'études qui nous démontrent que vous ne l'êtes pas tant que ça. Et pédagogiquement, ce que j'allais dire, c'est que ce premier constat, il est important. Hein? Si vous pensez être compétent, à l'abri du risque, je le disais un peu plus tôt, moi, je vais perdre mon temps là, dans ce cours-ci. Donc, vous n'êtes pas si compétent que ça. Vous avez des choses à apprendre. Puis, si vous acceptez de reconnaître vos propres incompétences et limites, donc si vous acceptez d'ici la fin de ce module et d'ici la fin de ce cours, si vous acceptez l'hypothèse, on va le formuler sous forme d'hypothèse, donc acceptons l'hypothèse que vous avez collectivement et personnellement des failles, donc que vous êtes personnellement et collectivement à risque. Puis si vous acceptez cette hypothèse, alors on va pouvoir travailler, je dirais, ensemble pour trouver des pistes de solutions. Dans ce cours qu'est éthique et professionnalisme, je compte vous démontrer plusieurs de vos failles. Donc, il y a le module 3 où on va en voir quelques-unes. Les failles qu'on va voir dans ce module 3, c'est, bon, je le disais déjà, vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité. Vous avez déjà triché, vous le ferez encore et pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est mes 2 démonstrations que je ferai en classe, demain en classe. Et au module 8, on va avoir, module 8, 9, 10, on va voir d'autres failles. Module 8, vous avez tendance à être plus
plus loyal envers votre employeur qu'envers votre ordre professionnel. Donc ça, c'est un problème très certain. Le module 9, vous avez tendance à privilégier vos intérêts personnels et ceux de vos proches, là, élargissons jusque-là. Puis alors qu'on vous demanderait de plutôt privilégier l'intérêt du public. Module 10, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Ça peut poser problème dans un contexte où on vous demande d'être libre et autonome face à différentes formes d'autorité. Donc ça, ce sera notre module 10 sur la soumission à l'autorité. Et module 10 aussi, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. Donc, la pensée de groupe, on va voir ça. Il y a toutes sortes d'implications en matière d'éthique et d'intégrité lorsqu'on parle de plaquer son comportement sur celui du groupe. Donc, chacune de ces tendances qu'on va voir en classe crée des problèmes. Puis, c'est le cumul, je dirais, de ces problèmes, de ces différentes tendances qui peut créer un problème plus large, systémique, organisationnel. C'est comme ça que je désigne là, lorsque le problème dépasse les individus qui constituent ce système. Donc, des problèmes systémiques, organisationnels. Puis, c'est ça. C'est à ça qu'on va s'attaquer, je dirais, d'ici maintenant à la fin de la session. Parlant de tendances, de failles, de fautes et de manquements, cette semaine en classe, je vais vous résumer, vous parler de la commission Charbonneau. Donc, la commission Charbonneau, on l'a mentionné à quelques reprises en classe, mais c'est une commission publique extrêmement importante dans l'histoire récente du professionnalisme, donc du système professionnel, extrêmement important dans l'industrie de la construction. Donc, évidemment, la commission avait ciblé l'industrie de la construction. Donc, ce serait intéressant pour vous de vous y plonger, mais en même temps, les problèmes qui sont ciblés dans cette commission, c'est des problèmes qui dépassent l'industrie de la construction, là, qui parlent de la difficulté d'exercer la profession dans ce monde qui est celui de l'ingénierie. Donc, la commission Charbonneau, ce serait important pour vous de faire le tour. Je vais vous en parler demain. Je vais vous résumer au moins les principaux travaux de la commission, ses résultats. Puis voilà, on va parler de l'industrie de la construction, mais en même temps, je vous invite encore à réfléchir au fait que la commission en question a ciblé dans son mandat l'industrie de la construction et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ailleurs dans d'autres milieux. On va voir que les causes qui sont ciblées, les causes des problèmes dans cette commission, c'est des causes qu'on voit se répéter, qu'on voit se manifester dans bien d'autres domaines que celui de la construction. C'était aussi une commission qui a ciblé les villes de Montréal et Laval. Donc, je vous invite à faire le même genre de réflexion, là, c'est-à-dire réfléchir un peu plus largement, c'est-à-dire que ce sont des problèmes qui ont été identifiés à Montréal et à Laval, mais ça ne veut pas dire que ces problèmes-là n'existent pas à Québec ou dans d'autres régions du Québec ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est important. La commission a ciblé Montréal et Laval, mais en même temps, il y a des problèmes qui sont ciblés là qui peut-être ont lieu en ce moment même ailleurs, qui à l'époque avaient lieu aussi ailleurs dans la province. Donc, pourquoi je vous parle de la commission Charbonneau? C'est intéressant de voir des vrais professionnels qui agissent dans des contextes où justement le contexte est délicat, où les pressions sont problématiques, où il y a des pressions d'autorité qui sont ici viciées, où le comportement des pairs est aussi là vicié. Donc, allez, ensemble, on va observer comment un système, c'était le système de l'époque, comment un système, lorsqu'il est vicié, et dans ce cas, le corrompu, comment ça peut corrompre là aussi le comportement de personnes comme vous qui se disent et se croient honnêtes. Encore une fois, c'est un système qui était très corrompu, très vicié, et il y a plusieurs personnes comme vous et moi qui se sont fait corrompre, qui ont eu des comportements blâmables. Mais si on pousse la réflexion plus loin, dans un système où c'est un peu moins vicié, un peu moins corrompu, un peu moins problématique, néanmoins,
le système peut influencer votre propre comportement. Donc, la commission Charbonneau, je vous promets de vous présenter ça en classe et je vous invite à rester ouvert, à essayer de voir comment vous aussi, vous auriez pu faire partie du problème. Hein? Pas seulement le regarder froidement en disant « Ah, mon Dieu, ces ingénieurs-là, c'était-tu des pas fins? C'était-tu des idiots? Ça se peut pas. » Mais plutôt pousser la réflexion en disant « Ah, mon Dieu, si j'avais été là, est-ce que moi aussi, j'aurais pu commettre ce genre de comportement, d'agissement? Est-ce que j'aurais pris ce genre de décision? » Donc, poussez votre réflexion. Hein, vous demandez dans quelle mesure vous auriez pu, vous aussi, même là, faire partie du problème. Puis pourquoi? Ben parce qu'une fois qu'on reconnaît qu'on peut faire partie du problème, on reconnaît du même souffle qu'on peut faire partie de la solution. OK, c'est tout ce que je voulais vous dire dans ma mise en place dans cet épisode du podcast cette semaine. Je profiterai peut-être de ce podcast encore une fois. On est à la semaine 3 là, pour vous rappeler c'est quoi que vous devez faire cette semaine. Je le ferai peut-être pas à tous les modules, là, mais en même temps, semaine 3, pourquoi pas vous le rappeler. Écoutez, cette semaine, si vous allez dans votre marche à suivre, hein, je vous rappelle, feuille de route, module 3, contenu, marche à suivre, là, ici, là, mais je vous indique quand cliquer, là, feuille de route, module 3, contenu, marche à suivre. Et dans la marche à suivre, cette semaine, vous allez voir à l'item 1, donc écoutez le podcast. Donc, bravo, vous l'avez fait. Déjà 3 épisodes d'écouter. Qu'est-ce que je vous dis? En 2, venez nous rejoindre en classe ou écoutez l'enregistrement de cours en rattrapage. Répondez aux 3 petits sondages. Donc, j'ai fait 3 petits sondages. Répondez à ces sondages de façon honnête. Donc, je ne vous juge pas sur vos réponses. J'aime juste documenter ce qui se passe et qui vous êtes. Vous irez voir les sondages en question. Allez lire aussi. Donc, cette semaine, la lecture, c'est le module 3. Les lectures du module 3, plutôt, c'est le rapport de la commission Charbonneau. Écoutez, lisez pas tout le rapport, là. C'est 1400 pages, là, mais j'ai ciblé une partie du rapport de la commission Charbonneau. Donc, c'est une petite partie là, sur les causes qui ont été ciblées, qui ont mené, des causes sur lesquelles on pourrait agir pour réduire les problèmes qui ont été ciblés dans la commission Charbonneau. Donc, allez consulter aussi le module extra consacré à la commission Charbonneau. Il y a plusieurs choses intéressantes. La petite vidéo, vous pouvez aller la voir, mais en même temps, je ferai un résumé aussi en classe. Donc, si vous étiez en classe, c'est à peu près le même genre de résumé. Puis si vous avez sauté ce bout-là dans votre révision ou écoute en rattrapage du cours en classe, allez au moins visionner la petite vidéo. Là. C'est un petit résumé que je vous fais de la commission en 2 minutes et un petit résumé là, avec le même genre d'humour et d'esthétisme là, que j'ai présenté en classe. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez à faire? Participer au forum. Les forums, 15 points. C'est 15 points, c'est quasiment 11 points gratuits. Allez participer au forum. Allez compléter aussi vos questionnaires. Donc, cette semaine, le questionnaire nature et mesure de la faute professionnelle. Donc, pour évaluer votre propre compréhension et atteinte des objectifs de ce module 3. Rappelons au passage les objectifs de ce module 3. Définir et reconnaître la faute et le manquement. Donc ça, je vous définis ça en classe. Estimer le nombre de manquements et de fautes, leur gravité dans l'exercice de la profession. Déjà, vous avez quelques chiffres en tête. Nommer et expliquer les principales causes de manquements ou fautes professionnelles. J'en ai mentionné quelques-unes dans le podcast d'aujourd'hui. Je les mentionnerai encore et de nouveau en classe. Et dernier objectif, nommer et expliquer des pistes de solutions pour réduire le nombre de fautes et de manquements. Petit indice, pour trouver une piste de solution, il faut trouver les causes. Et lorsqu'on a les causes, on peut agir sur ces causes. Ça s'appelle une solution. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va le comprendre. Sinon, c'est tout pour cette semaine. Merci d'être là, merci de nous écouter, merci d'être là en classe. On se revoit justement
justement. On se revoit justement demain en classe. C'est mardi à 12h30. Cette session, c'est au Deconinck 1153. Sinon, bonne semaine à vous tous et toutes. Et on se revoit la semaine prochaine. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine, l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger.